Merci d'être présents nombreux aujourd'hui avec nous pour cette première table ronde de la journée Take Up Legal Day. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un plaisir pour nous, le groupe Media Imo et AirPro, d'être partenaires de cet événement parce que c'est évidemment sur ces journées, dans ces moments, on arrive à vraiment traiter des sujets qui sont aussi des sujets de fond, comme celui qu'on va traiter aujourd'hui, et qui est un sujet qui me tient personnellement à cœur, mais qui, je pense, touche à peu près tout le monde dans notre société. Donc nous allons traiter aujourd'hui de l'urbanisme durable et surtout voir ensemble comment l'innovation ou les innovations peuvent contribuer à finalement réussir à aller là où on souhaite aller tous collectivement dans la société. Alors pour pouvoir traiter du sujet, je suis très bien accompagné et donc je vais vous présenter. Je vais commencer par Olivier, les intervenants et les invités qui ont accepté aujourd'hui d'être avec nous. Nous avons donc vous, Olivier Cizel. Vous êtes juriste en droit de l'environnement et chef de rubrique au Code permanent de l'environnement aux éditions législatives depuis 2002. Vous avez notamment participé et vous êtes l'auteur du recueil de jurisprudence sur les zones humides et les marais, et co-auteur des ouvrages Compétences GEMAPI, Maîtrise des risques liés au milieu aquatique et inondation. Merci Olivier d'être là. Nous avons également David Ramirez Moncada qui est présent. Vous êtes avocat et vous accompagnez vos clients sur les aspects juridiques des opérations immobilières, transactions et investissements. Et vous êtes particulièrement évidemment spécialisé en contentieux également de l'immobilier, des baux, de la copropriété. Ensuite, Pauline Morus qui a également tout de suite accepté de participer. Vous êtes également avocate au sein du cabinet Hugues Lepage et vous êtes notamment spécialisée sur les sujets dédiés à la production d'énergie décarbonée ainsi que l'efficacité énergétique. Vous avez notamment, vous accompagnez vos clients en matière de conseil et de contentieux dans ces matières, dans les secteurs public et privé. Merci Pauline, ta présence. Nous avons également monsieur Lionel Cos. Vous êtes ancien maire de Saint-Martin de Seignan. C'est bien ça, commune. Voilà, parce que vous êtes. C'est bien ça. Vous êtes député des Landes, deuxième circonscription des Landes depuis 2017, et président du Conseil national de l'habitat. C'est bien ça. Et vous avez été également rapporteur de la loi climat et résilience et vous avez également été président du groupe d'études littorales. Si j'ai tout juste, c'est parfait. Merci monsieur le député d'être également avec nous. Et enfin, Laurence Van de Vostin qui est avec moi. Vous êtes architecte. Urbaniste, directeur de l'urbanisme au sein du groupe Media Imo, spécialiste des outils de digitalisation, évidemment en matière d'état des risques et pollution, et aussi d'autorisation d'urbanisme. On y reviendra sans doute, parce que vous avez notamment travaillé à l'élaboration d'un outil qui s'appelle Meriurba, qui est un outil de dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Merci à tous, encore une fois, d'être présents. Vous le savez, on en parle depuis longtemps. On essaie de planifier les choses, de donner des calendriers en matière d'urbanisme et d'urbanisme durable. Le sujet touche évidemment l'ensemble de la société à différents niveaux. On a des sujets qui sont liés au logement, à l'habitat, évidemment, à l'organisation du territoire. C'est un point qui est également important. Et surtout, ces calendriers qui nous projettent dans quelques années, quelques dizaines d'années, on doit pouvoir les tenir. Alors, les tenir, évidemment, c'est facile à dire aujourd'hui, là où on se retrouve, mais quels sont, finalement, et c'est la question à se poser, quels sont les outils dont nous disposons, quels sont les outils que nous devons développer pour pouvoir répondre à ces enjeux et pour pouvoir tenir finalement le vœu
qu'on se fait collectivement, de pouvoir développer nos villes, développer nos campagnes, développer notre territoire autour d'un urbanisme durable. Alors, sans doute, l'information est un point clé. Pourquoi l'information? Parce qu'évidemment, si nous avons des objectifs, et que ces objectifs doivent être tenus, on doit également pouvoir communiquer. Alors c'est de la communication sur ce qui doit être fait, très bien, mais ensuite opérationnellement, pour remplir ces obligations, il faut que les différents stades, les professionnels de l'immobilier, les particuliers, les citoyens, il faut que chacun puisse avoir le bon niveau d'information et les bons outils pour pouvoir répondre aux obligations qui lui sont posées. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on puisse être réunis aujourd'hui, pour pouvoir discuter ensemble, collectivement, du sujet, alors de manière assez vaste. On va commencer avec Olivier, si Olivier, tu vas bien, pour faire un petit panorama, sans doute, sur le sujet. Alors, en tant que journaliste et rédacteur, je me suis dit que ce serait sans doute intéressant que l'intervention puisse commencer par cet angle-là. Et ensuite, nous traiterons au fur et à mesure du sujet, notamment pour aller voir sous l'angle du conseil, du contentieux, avec Pauline et David, voir ce que ça peut donner. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Merci. Merci Sayenne de m'avoir fait intervenir à cette belle journée. Moi, comme je suis mauvais élève, j'ai pris un angle un petit peu limite par rapport au sujet, qui est celui de l'information sur les risques naturels et technologiques, mais finalement ça a quand même un lien avec l'urbanisme, donc bon, je pense que je ne vais pas m'en sortir trop mal. Alors c'est complètement en phase, ouais, donc pas de problème. Alors le principe du droit à l'information, il nous vient, en fait, c'est une conséquence de Tchernobyl. Vous vous en souvenez, où on avait dit les émissions radioactives s'arrêtaient à la frontière. Bon, il y avait un gros problème de défaillance de l'information. Et suite à cette catastrophe, un an plus tard, en 1987, on a adopté une loi sur les risques qui prévoit que toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs, c'est-à-dire les risques naturels que vous connaissez, les risques sismiques, les risques d'inondation, et puis également les risques technologiques. Par exemple, quand vous avez une usine dangereuse qui a un incendie ou une conduite de gaz qui explose, voilà, ça rentre dedans. Et cette information bénéficie, on va le voir, au public, aux communes, etc. Innovation également, puisque la loi climat, nous avons un député qui a participé à son élaboration, a permis l'utilisation de drones pour mieux connaître et prévoir des phénomènes évolutifs naturels ou dangereux. Par exemple, un ouvrage, un barrage qui est sur le point de céder, une érosion sur le littoral, une installation dangereuse qui est en feu, etc. Et ces drones pourront être utilisés dans le cadre de l'information des acquéreurs et des locataires, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. L'information sur les risques naturels, elle est donnée par trois personnes différentes. Tout d'abord par l'État. L'État doit contribuer à cette information, d'une part en mettant à disposition du public les informations sur les risques naturels, et d'autre part en transmettant ces informations aux collectivités territoriales et en premier lieu aux communes. Vous avez, c'est un titre d'exemple, le site Géorisque qui permet, en renseignant une adresse ou en pointant un point sur une carte ou le cadastre, de connaître pour la parcelle en question le ou les risques qui vont s'appliquer sur cette parcelle. Et cela vous donne également l'intensité du risque, c'est-à-dire si vous avez un risque important, pas très important ou minime. Autre obligation à la charge de l'État, le préfet doit élaborer dans le département ce qu'on appelle un dossier départemental sur les risques majeurs, le DDRM, qui va comprendre l'ensemble des communes exposées au moins à un risque naturel ou technologique. Ce document va comprendre une description des risques, les conséquences sur les personnes et les biens, l'exposé des événements et accidents connus et l'existence de ces risques, ainsi que les mesures de prévention dans le département. Autre acteur concerné, ce sont les communes. Le maire doit en effet élaborer un document d'information communale sur les risques majeurs, dès lors que sa commune est concernée par au moins un risque. Et ce document va reprendre les informations communiquées par le préfet et va indiquer toute une série de mesures, prévention, protection, sauvegarde, etc., ainsi que des consignes de sécurité quand le risque arrive.
Par ailleurs, les communes exposées à au moins un risque majeur doivent contribuer elles-mêmes à l'information sur les risques majeurs en mettant à disposition du public les informations dont elles disposent. Cette obligation s'impose notamment lorsque la commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels ou une zone soumise à un fort risque d'inondation, ainsi que plus largement toutes les communes qui vont être désignées par un arrêté préfectoral en raison justement de l'existence d'un risque sur leur territoire. Le troisième acteur en charge de l'information, c'est les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers. Alors, il faut rappeler que depuis la loi Bachelot de 2003 sur les risques technologiques et naturels, le vendeur ou le bailleur de biens immobiliers bâtis ou non bâtis d'ailleurs, qui sont situés dans certaines zones à risque ou soumises à certaines obligations, doivent informer l'acquéreur ou le locataire de l'existence de ces risques. À cet effet, un état des risques, c'est le terme qui est utilisé par la législation, un état des risques va indiquer l'existence de ce risque et de ces obligations. Alors, le texte s'est étoffé au fil des années, tout d'abord par les risques qu'il couvre. À l'origine, ça couvrait les zones qui étaient concernées par un plan de prévention des risques naturels ou technologiques. S'y sont ajoutées les zones sismiques, les zones à potentiel radon, les zones exposées au recul du trait de côte. Le recul du trait de côte, c'est les zones qui sont soumises à un risque d'érosion sur le littoral ou de submersion. Et enfin, dernièrement, les zones qui sont concernées par une obligation de débroussaillement dans le cadre de la loi sur les incendies de forêt. Et ce dernier item va être applicable à partir du 1er janvier 2025. Une extension également aux actes eux-mêmes, puisque avant, à l'origine, le texte s'appliquait seulement aux ventes et aux locations. Et la loi climat l'a étendu aux annonces de vente et aux annonces de location depuis le 1er janvier 2023. À signaler qu'un site internet qui s'appelle aerialgeorisque.fr permet de se localiser, d'afficher les risques, de compléter l'état des risques et enfin de télécharger un état des risques pré-rempli, ce qui permet quand même de gagner du temps. L'état des risques présente un intérêt certain en matière d'urbanisme puisque le maire peut, le cas échéant, refuser le permis de construire ou le soumettre à condition en présence d'un risque. Concrètement, l'état des risques est remis lors de la première visite de l'immeuble à l'acquéreur ou au bailleur, donc par le vendeur ou par le bailleur. Et puis, en cas de non-respect des dispositions de ce devoir d'information, il y a deux conséquences. Soit l'acquéreur ou le locataire peut demander l'annulation du contrat, soit demander une diminution du prix. Et j'en terminerai par là. Plus largement, la vente d'un terrain qui est situé dans une zone à risque est susceptible d'engager la responsabilité de divers acteurs. Le vendeur, qui ne s'est pas renseigné sur l'état du bien, la responsabilité du notaire, qui a manqué à son obligation de conseil, et puis également de l'État ou de la commune, qui a délivré un permis de construire, tout en sachant qu'il était illégal. Deux exemples qui ont été traités par le juge. C'était un permis de construire un café-restaurant situé sur les rives d'un cours d'eau à risque d'inondation. Le juge a engagé d'abord la responsabilité du préfet qui avait délimité les terrains exposés à un risque de manière très tardive. Il a engagé également la responsabilité du maire qui avait délivré le permis en connaissance de cause alors que vraiment le risque était connu. Et puis également, la personne qui avait demandé des dommages et intérêts a vu la réparation de son préjudice réduit, mais le juge n'en a pas tenu compte. Il a tenu compte que le permis avait été accordé et la commune est condamnée à verser aux bénéficiaires du permis la somme de presque 250 000 €, c'est-à-dire en gros la valeur du terrain. Donc on voit par ces jurisprudences que la connaissance du risque, c'est un paramètre très très important, puisque à partir du moment où le juge considère que vous avez connaissance du risque, vous n'êtes pas fondé à construire sur un terrain soumis à un risque naturel. Je pense que les collègues avocats pourront largement compléter mes propos. Merci Olivier. Je rebondis là-dessus parce que c'est justement un point central. On parle du risque, l'information, la manière dont on doit transmettre l'information. Je rebondis tout de suite, Laurence, parce que on a évoqué, Olivier a évoqué justement le sujet de où
peut-on trouver la bonne information, l'information fiable, ou en tout cas pour répondre à ces obligations, parce qu'on voit il y a du contentieux derrière et on y reviendra. Est-ce que toi, dans ta pratique, dans ce que tu fais tous les jours, sur ce que tu as pu faire, est-ce que c'est des sujets que tu rencontres forcément, et surtout, comment y répondre? Moi, je représente, on va dire, les études de Média Imo dans le domaine. Donc, on est un bureau d'études qui est spécialisé en prévention des risques majeurs. Hein, donc, on est vraiment dans ce domaine-là. Et également en urbanisme, comme tu l'évoquais en préambule. Alors, c'est une activité qui présente plusieurs défis. Il y a plusieurs enjeux. Alors effectivement, il y a la question de l'information qui est délivrée au public, notamment en la matière, on va dire le médium le plus employé, ça reste effectivement le dispositif d'information des acquéreurs locataires, hein, qui est prévu au Code de l'environnement, qui a effectivement énormément évolué depuis sa mise en application. La collection, si je puis dire, de risques à prendre en compte et on va dire le niveau d'information qui est communiqué aux parties qui se présentent à un acte de vente, c'est bien étoffé, et ça amène à un enjeu, c'est-à-dire l'accessibilité à l'information, qui est un enjeu conséquent et qui, nous, dans notre pratique quotidienne, en tant qu'expert, représente un certain nombre de défis, et une question aussi de lisibilité de l'information pour le grand public. Grand public, hein, c'est potentiel acquéreur ou locataire. Alors, on constate un changement assez récent, hein, notamment depuis la mise en application de ce volet dédié de la loi climat et résilience. Hein, monsieur le député pourra peut-être réagir de manière plus exhaustive sur ce sujet. C'est vrai que c'était une prérogative de l'État, notamment des représentants de l'État dans le département, c'est-à-dire les préfets, de communiquer une information exhaustive, opposable au public, de telle manière que, par exemple, un potentiel acquéreur ait un niveau d'information suffisant et toutes les cartes en main pour acquérir un bien en toute connaissance de cause. Donc ces informations étaient communiquées par les préfets. Donc là, encore une fois, en matière de durabilité, on est sur une espèce de transition numérique, puisque toutes ces informations étaient communiquées sur les sites des préfectures. Et on observe depuis le 1er janvier 2023 une forme, si vous voulez, de désengagement de l'État vis-à-vis de cette communication d'information, puisqu'aujourd'hui les préfets ne sont plus tenus de tenir à jour ces listes de communes soumises à ces obligations d'information acquéreur locataire. Et même en matière de prévention du risque, là on parlait du recul du trait de côte justement ce matin, c'est désormais une compétence qui est communale. Et donc ça me permet de rebondir, il y a des enjeux conséquents sur l'accession à l'information, le niveau de compréhension d'information et qui est compétent dans le domaine. Donc nous, en tant que professionnels, c'est des défis. Alors pour le grand public, c'est toute une autre paire de manches. Oui. Si je peux Parce dire. qu'on parlait justement d'un certain nombre de sites. Je crois qu'Olivier parlait de géorisques. Est-ce que cette information est suffisante? Alors on pourra en parler également avec les avocats présents, mais est-ce qu'en matière de contentieux, est-ce qu'on est à un niveau de complétude ou un niveau d'information qui est suffisant pour répondre à cette obligation? Alors il y a un effort certain qui est fait, notamment par la Direction générale de la prévention des risques, au ministère de la transition écologique et solidaire, pour effectivement communiquer une information. Malheureusement, elle n'est pas exhaustive, nous on constate, puisqu'on travaille sur tout le territoire national. Elle n'est pas encore exhaustive, et il existe des trous dans la raquette, si je puis dire, en termes de niveau d'information. C'est pas égal sur tout le territoire national. Il y a des communes qui sont très bien renseignées sur ces sites-là, et d'autres, malheureusement, il y a des manques, il y a des carences qui peuvent effectivement s'avérer préjudiciables dans certains cas, ou qui, de manière générale, appellent à une grande vigilance des utilisateurs, et notamment des professionnels de l'immobilier ou du droit, que ce soit notaires, diagnostiqueurs, qui peuvent être soumis à des procédures contentieuses par une mauvaise interprétation ou une information, par exemple un document qui ne serait plus opposable puisqu'en cours de révision ou autre. Et
David, Pauline, vous en tant qu'avocat, justement en matière de conseil, même avant tout contentieux, mais de précontractuel, est-ce que vous avez là dans votre pratique, est-ce que vous avez des exemples, vous avez des éléments pour nous permettre d'y voir un peu plus clair justement sur ce périmètre? Bonjour à tous. La question est assez complexe pour une simple et bonne raison. Déjà, il faut définir ce qu'est une information. L'information n'est pas définie en tant que telle par le législateur, donc la jurisprudence a dû creuser, a dû venir apporter des précisions pour dire voilà ce que c'est qu'une information. Une information est un terme abstrait pour définir des éléments qui sont essentiels à la compréhension par un co-contractant du contrat qu'il s'apprête à conclure. Donc on a eu une évolution légale en 2016, avec l'ordonnance du 10 février 2016, qui a introduit dans le Code civil l'obligation précontractuelle d'information à l'article 1112-1 du Code civil. Cette information n'existant pas d'un point de vue législatif par le passé. Par le passé, on avait simplement une jurisprudence qui mettait sous l'égide de la bonne foi l'obligation pour un co-contractant de délivrer toutes les informations et éléments d'information en sa possession à un co-contractant, mais ça pouvait varier en fonction de la qualité des parties au contrat. Quand vous aviez un acquéreur particulier, un vendeur professionnel, on considérait que cette obligation était renforcée. Dès lors que vous aviez deux acquéreurs, un acquéreur professionnel et un vendeur professionnel, on considérait que cette obligation était atténuée. Avec la réforme du 10 février 2016, donc on a introduit dans le Code civil cette obligation précontractuelle d'information, non plus sous la bonne foi, mais c'est une obligation d'ordre public. Celle des parties qui disposent d'une information qui serait déterminante pour le consentement, pour la volonté du co-contractant, doit la délivrer. Malheureusement, c'est compliqué quand même de dire est-ce qu'une information, puisque les informations, d'ailleurs, ce n'est pas sur la valeur de la chose, mais c'est les éléments déterminants intrinsèques à la chose. Là, on va parler des risques, on va parler des PE, on va parler de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas parce que vous les transmettez, et c'est là toute la difficulté de la question, ce n'est pas parce que vous transmettez une information technique, un document, un fichier, que celui qui est co-contractant, celui qui acquiert, est en pleine mesure d'appréhender l'information qu'il reçoit. Parce que là, on a énormément d'informations techniques qui sont indigestes, qui ne sont pas lues la plupart du temps. Les gens, en tout cas les particuliers, quand ils s'apprêtent à acquérir un bien, on a, en tout cas ceux parmi nous qui sommes acquéreurs, qui sont propriétaires de leur bien immobilier, il est rare, sauf ceux qui ont une passion pour les diagnostics, ce qui est mon cas, de s'épancher sur les diagnostics et vérifier dans le détail est-ce qu'il y a des carrières ou pas, est-ce que c'est un sol argileux ou pas, est-ce qu'il y a des sites classés ou pas. Les gens ne le font pas. Donc c'est pour ça que, avant de parler de contentieux, il faut déjà appréhender la notion de l'information. Une fois qu'on a défini ce que c'est qu'une information, dans quel contexte on peut la mettre en œuvre? Il faut savoir que nous sommes dans un système de code civil. En France, on a un droit écrit dans lequel, de manière assez caricaturale, le principe en matière contractuelle, c'est le consensualisme. Donc le consensualisme, vous avez dans un espace-temps X une volonté qui rencontre une autre volonté, vous avez la création d'un contrat. Et c'est comme ça en vente en matière générale. En matière de vente, dès lors que vous avez un acquéreur qui est d'accord sur la chose et sur le prix, il se met d'accord avec un vendeur, vous avez un contrat de vente qui est passé, le reste c'est une question probatoire. Et le législateur et les pouvoirs publics ont donc mis en exergue cette volonté de renforcer la phase de négociation, puisque cette disposition de l'article 1112-1 du Code civil est présente dans le chapitre pendant les négociations, la phase de négociation, pour dire vous ne pouvez pas sérieusement émettre une offre d'achat sur un bien immobilier, puisqu'on parle de vente, si on n'a pas apporté à votre connaissance toutes les informations essentielles. Donc, puisque le principe est le consensualisme, ne vous engagez pas si vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'acheter. Mais comme on sait que les acquéreurs sont souvent des particuliers qui sont des ignares, si vous me permettez l'expression, par rapport à la question technique et la lecture des diagnostics, on fait intervenir les agents immobiliers, on fait intervenir les notaires. Moi, ça m'arrive d'intervenir en tant que rédacteur, ou en tout cas en tant que soutien aux notaires qui rédigent un acte. Je fais énormément de markup sur des actes notariés, des lectures, parce que parfois, en tout cas, il arrive qu'il y ait des notaires un peu pressés, envoient des markups, des promesses ou des actes la veille de la signature, donc les gens n'ont pas le temps de les digérer. Je ne jette pas la pierre, je dis voilà la réalité. Et c'est ainsi qu'on se retrouve aujourd'hui avec un agent immobilier qui a un devoir de conseil, une obligation d'information renforcée, qui se retrouve à devoir adresser des informations concernant les risques du bien. Là, on parle de l'ERP, de DPE, qui doit les transmettre avant la visite à l'acquéreur, pour que cet acquéreur décide de visiter en connaissance de cause.
Après, est-ce que l'acquéreur est en mesure de l'appréhender? C'est une autre chose. Mais déjà, on légifère sur la transmission de l'information. Et je le sais, puisque moi, ça m'arrive souvent, malheureusement, d'engager la responsabilité des agents immobiliers, voire même des notaires. Quand on a une obligation de conseil, nous devons décortiquer les informations. Ce n'est pas simplement de la transmettre, c'est vraiment décortiquer cette information et dire voilà le diagnostic, voilà ce qui est dit à l'intérieur. Donc on doit les lire, les résumer et dire attention, là vous avez un risque d'amiante, attention, là vous avez un site qui serait susceptible de créer de la pollution, attention, là vous avez ce point-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais en tant que conseil, on doit se ménager la preuve écrite qu'on a véritablement délivré cette information pré-mâchée à l'acquéreur. Très bien. Mais alors, est-ce qu'en termes d'outils, parce qu'on parlait, j'ai entendu, ok, les notaires reçoivent les. Est-ce qu'aujourd'hui on dispose des outils et des éléments pour pouvoir apporter cette information? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des logiciels, des plateformes qui peuvent permettre d'accélérer les choses, d'accélérer le travail, ce travail d'analyse notamment, parce qu'il peut être fastidieux. Ça reste, l'interrogation, c'est ça, c'est qu'on a pas mal d'obligations, on entend les obligations, on entend évidemment qu'il y a beaucoup à faire en matière d'information précontractuelle et autres, mais est-ce qu'on peut vraiment y parvenir de manière efficace et rapidement? En tant qu'avocat intervenant en conseil en contentieux, nous nous intéressons peu à la question des logiciels. Nous sommes là plutôt pour la sanction ou la défense. Donc, quand on participe à la conclusion d'un contrat de vente, typiquement, nous, on se contente vraiment de prendre connaissance du travail pré-mâché qui a été effectué par les diagnostiqueurs. C'est plutôt les diagnostiqueurs qui sont vraiment une source d'information parce qu'ils sont continuellement... ils ont continuellement cette faculté, cette obligation de se renseigner, de se mettre à jour. Donc c'est eux qui ont accès aux informations qu'ils prémâchent, si vous me permettez l'expression, dans le diagnostic qu'ils transmettent à l'acquéreur. Et nous, une fois cette information prémâchée, on s'intéresse aux résultats, mais pas forcément à l'origine de l'information. Et c'est dramatique parce que malheureusement, quand il nous arrive d'engager la responsabilité d'un agent immobilier, d'un diagnostiqueur, voire même d'un notaire, on ne se rend pas compte le cheminement de l'information, ce qu'ils ont dû faire pour requérir l'information. On dit simplement, vous ne l'avez pas transmise, la sanction est là. Oui, bien sûr, ouais, c'est un vrai sujet. Alors évidemment, on se rend compte, après ce petit tour, il y a la question que je me pose, la question qui revient souvent, évidemment, c'est parce qu'on parle d'aménagement, d'urbanisme durable, d'aménagement du territoire, mais il y a la question du logement, la question de l'habitat, évidemment, pour chacun. C'est la manière dont on organise le territoire, mais la manière surtout dont on organise l'habitat futur et la manière dont on doit pouvoir vivre décemment et continuer à vivre également dans un environnement qui évolue. Il y a eu notamment la loi climat et résilience, là je me tourne vers monsieur le député, c'est des enjeux que vous évidemment vous portez, hein, c'est dans votre action et dans vos actions au quotidien. Vous êtes au plus près avec les professionnels. On s'est vu encore hier soir. C'était lors d'un événement avec des diagnostiqueurs. Et vous êtes engagé là-dedans. Et justement, alors, la question que j'ai envie de poser, c'est les enjeux. Alors, on les comprend pour l'environnement, mais en matière d'habitat, de logement, comment fait-on pour finalement faire coïncider ces enjeux et aussi le fait que chacun doit pouvoir vivre dans un habitat décent, et sans risque, sans forcément avoir à se poser des questions tous les jours si il devra déménager, si l'immeuble va s'écrouler ou pire, s'il devra payer pour être sanctionné si sanction il doit y avoir. Oui, alors beaucoup de questions, mais merci beaucoup. Je vais peut-être essayer de replacer peut-être la trajectoire qui, en tant que législateur, fait que régulièrement nous sommes amenés à prendre des décisions qui peuvent être vues comme des bâtons ou des carottes d'ailleurs en fonction des sujets. Alors, on est sur la planification écologique qui doit nous amener, alors aujourd'hui c'est vrai que la date qui est un peu fixée, que ce soit au niveau européen, au niveau français, c'est 2050. C'est cette date à laquelle nous devrons, que ce soit sur le logement, avoir en gros des bâtiments bas carbone, hein, c'est-à-dire énergie positive quasiment, on en arrive à ce niveau-là, et avoir sur les enjeux de foncier, puisque ça a été évoqué aussi, ce fameux zéro artificialisation nette en 2050. Donc nous, on doit accompagner à travers la loi
la rédaction de la loi, toute cette trajectoire et toutes les mesures qui nous permettront collectivement d'atteindre cet objectif. Je crois qu'il est important de le rappeler. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'appliquer les objectifs de 2050, il s'agit de donner déjà des perspectives étape par étape, souvent par décennale pour le ZAN, de façon un peu plus précise sur les DPE, sur les sujets comme ça, pour pouvoir embarquer tout le monde. Alors c'est compliqué, et c'est la raison pour laquelle, de toute façon, nous sommes obligés, et heureusement, il faut qu'on travaille avec tous les professionnels, tous les acteurs, parce que nous allons encore légiférer un paquet de fois. Je le dis à certains qui nous disent « Ah, vous légiférez, ça veut dire que vous êtes trompés ». Non, parce que de toute façon, il va falloir en permanence, on apprend ensemble, et il va falloir en permanence légiférer pour y arriver, pour atteindre ces objectifs. Voilà, donc sur des cas très particuliers, comme par exemple les DPE, c'est vrai qu'on a des contraintes, on peut appeler le bâton, avec un calendrier qui est compliqué, qui est effectivement difficile. Mais quelque part, si on regarde le côté du citoyen, le côté de l'élu, parce que nous, on doit aussi faire en sorte, comme vous l'avez dit, que chacune et chacun puisse être logé dans un bâtiment, dans un logement, non seulement adapté à sa situation, mais aussi dans lequel on n'est pas des enjeux énergivores en matière énergétique, voilà, sur les factures, ces choses comme ça, qui ne soient pas des bâtiments insalubres. La raison pour laquelle d'ailleurs on a délibéré dernièrement sur les copropriétés délabrées aussi, pour accompagner et arriver à éviter ce que vous disiez, c'est-à-dire des bâtiments qui pourraient s'écrouler ou qui pourraient, je dirais, poser d'autres problèmes de santé, après d'éducation quand les familles vivent dedans, etc. Enfin, voilà. Le logement, c'est quelque chose de complexe, d'essentiel pour les Françaises et les Français, et ça nécessite en permanence, je dirais, qu'on puisse apporter ces réponses. Sur les données, parce que tout ce qui a été dit, je trouve, fait rebondir sur les propositions que j'avais faites d'ailleurs il y a déjà quelques temps, que moi je milite pour qu'on ait un data center national, alimenté par tous les acteurs et ouvert à tout le monde. Alors, ça va mettre des années, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de données partout. On ne va pas tout reprendre, mais il y a tellement, tout le monde a beaucoup de données sur le logement, mais on n'est pas en capacité aujourd'hui de centraliser et de pouvoir les mettre à disposition le plus, je dirais, compréhensible possible à tous les acteurs. Et alors, surtout pour les particuliers, parce que ce sont ceux qui souvent ont le moins de compétences techniques. Donc il faut que chaque particulier puisse avoir, à un moment donné, l'état des lieux de son logement, que ce soit l'endroit où il est situé, que ce soit les conditions techniques de son logement, comme on peut l'avoir, j'ai encore dit hier soir, effectivement, devant des diagnostiqueurs, comme ce soit l'état des lieux d'un véhicule. Voilà, il faut qu'en permanence, cette évolution, on puisse la connaître et savoir comment on peut faire évoluer et comment, en effet, on peut s'adapter à ce logement. Donc ça, pour l'instant, on n'y est pas encore parti. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses, de données qui se créent un peu partout. On en a énormément, il en manque encore beaucoup, parce que tous les nouveaux enjeux, il va falloir l'alimenter. Parler des DPE, les audits énergétiques aussi qui arrivent. Donc tout ça, c'est vrai qu'il va falloir qu'on arrive à le centraliser et à les traduire voilà, pour tout le monde. Et chacun prendra ce qu'il veut dans ce data center. Voilà. Donc je pense que ça serait une des conditions de réussite dans les années à venir pour pouvoir encore accompagner, bien entendu, tous ces sujets-là. Voilà, donc, en tant que législateur, c'est ma mission d'essayer. Donc, vous l'avez dit, dans Climat et Résilience, on a travaillé sur, bien sûr, tout ce qui concerne les DPE, on a travaillé sur la sobriété foncière, on a travaillé sur le recul du trait de côte. Alors, moi, à titre personnel, j'étais surtout sur la sobriété foncière, le recul du trait de côte que j'ai porté. Et ce sont des nouvelles choses. Donc, ce n'est pas parfait, mais ça va nous permettre de lancer cette dynamique et de mobiliser déjà tous les acteurs. J'ai un territoire littoral, on en a parlé avant, où on a encore des biens immobiliers, appartements ou maisons. En bordure, on sait très bien que d'ici quelques années, d'ici quelques dizaines d'années, éventuellement, le bien va disparaître et qui se vendent encore à des prix exorbitants. Parce que les acquéreurs considèrent que de toute façon, le moment venu, l'État, la collectivité, quelqu'un viendra les aider, entre guillemets. Donc, ou bien viendra les protéger en réalisant des travaux, ou bien viendra les indemniser. Mais tout ceci, ça va changer. Parce que l'information, pour ça qu'on a rentré dans Climat et Résilience, information locataire-acquéreur, sur la localisation sur les périodes 0-30 ans, 30-100 ans, c'est que maintenant, chaque acquéreur saura que son bien peut être soumis à une disparition
d'ici tant d'années. Alors bien sûr, c'est assez aléatoire, mais ce sont quand même des données précises, fournies par le CEREMA, par plein d'acteurs, effectivement consolidées là aussi. Et bien entendu que derrière, il y aura une perte de valeur du bien. Plus on va se rapprocher de cette date, et ça, les Français ne l'ont pas encore interprété, ils ne l'ont pas encore compris. Je suppose que vous devez le voir en permanence quand vous avez des clients, mais même le modèle aujourd'hui des services de l'État, c'est-à-dire la baisse, la valeur du bien, aujourd'hui est encore à travailler et à identifier. Mais il y en aura forcément une. Et on va s'y approcher. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à travailler et qui vont, je pense, nécessiter quelques dossiers avec les avocats et d'autres. Ouais, je reviendrai sur la donnée, justement, ce sujet central qui est la donnée, ce qu'on en fait. Mais juste avant, parce qu'on parle d'indemnisation, de qui paye, au final, je voudrais que Pauline, voir justement sur cette question, en tant qu'avocate, justement, et spécialisée sur les questions sur ces questions d'énergie, de DPE et autres, ce contentieux forcément existe déjà, il faut déjà payer. Comment ça se passe ? Oui, quand on se pose la question de qui paye, je pense que l'exemple du DPE, c'est un bon exemple. C'est aussi un bon exemple par rapport à tout ce qui a été évoqué précédemment, parce que c'est un outil, à la différence de tous les autres diagnostics qui peuvent effectivement être assez techniques, assez obscurs. Là, le DPE, c'est un outil dont le grand public s'est vraiment saisi. C'est un outil qui est très facile d'accès, très facilement lisible. Et puis, c'est vraiment un outil clé des politiques publiques pour la transition du secteur immobilier en général, mais surtout du secteur du logement. Il y a d'autres outils qui sont plus adaptés dans le tertiaire, le dispositif éco-énergie tertiaire, le bail vert. Voilà, le secteur tertiaire a d'autres outils. Vraiment, le DPE, c'est vraiment l'outil clé sur lequel on a axé les politiques publiques dans le logement. Notamment avec ces notions, on en a un peu parlé, de logements décents énergétiquement, des logements à consommation excessive, avec les deux conséquences principales dont on a beaucoup entendu parler, l'interdiction de louer les logements énergétiquement indécents depuis le 1er janvier 2023, avec un seuil énergétique qui va évoluer de manière assez importante jusqu'en 2028-2030. Et puis aussi un gel des loyers qui est en vigueur depuis août 2022, pareil, ensuite avec des seuils évolutifs. Donc c'est un outil vraiment important. Ce qu'il fallait, avec l'importance que prenait cet outil, c'était en accroître la valeur. C'est ce qu'a fait le législateur. Il y a eu plusieurs réformes de cet outil, à l'issue duquel on parle désormais d'un DPE qui est fiabilisé dans sa méthode et opposable. C'est-à-dire qu'il ne donne plus des valeurs qui sont simplement indicatives, et c'est là où j'en viens à votre question, parce que c'est un élément très important. Désormais, l'acquéreur, le locataire qui reçoit un DPE va pouvoir opposer au bailleur, au vendeur qui lui a transmis les données du DPE. Et donc là, ça va avoir des conséquences contentieuses assez importantes. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. J'en tire notamment 2 observations. La première, c'est, avant de se lancer dans un contentieux, et nous on le répète beaucoup à nos clients, c'est attention, on croit qu'on comprend le DPE, mais c'est quand même un outil, il y a quand même une forme de complexité derrière. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre les critiques de l'outil et puis le véritable contentieux du DPE. Il y a des vrais contentieux du DPE, des DPE erronés, où on s'est trompé sur les données d'entrée, des fois il n'y a pas de DPE, tout ça c'est vraiment un point de départ pour vraiment engager un recours en responsabilité. En revanche, personne n'est responsable, ni le diagnostiqueur, ni le notaire, ni le propriétaire, ni le vendeur, ni le bailleur, de la méthode du DPE. C'est une méthode qui se fiabilise d'année en année avec les réformes législatives. Elle est fixée par le législateur, elle s'impose à tous. L'idée, c'est vraiment d'avoir une règle du jeu qui est posée pour tout le monde, qui permet à tout le monde de comparer son bien en termes de valeur énergétique et environnementale grâce à cet outil. Ça embarque une vague de rénovation énergétique qui est sans commune mesure dans le logement jusqu'à présent. Donc c'est vraiment un outil, c'est vraiment l'objectif de cet outil. C'est pas un outil pour donner la réelle consommation des biens. C'est pas l'outil qui vous dira combien vous paierez sur votre facture énergétique à la fin du mois. Donc il faut bien avoir ça en tête avant de se lancer dans des contentieux qui risquent d'être infructueux. Maintenant, si on se pose la question de vers qui je me tourne pour engager la responsabilité, c'est là où il va y avoir une vraie évolution. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas grand monde vers qui se tourner en raison d'un DPE qui serait erroné. On pouvait se tourner vers les diagnostiqueurs, ça c'est vrai. Eux, depuis le départ, c'est vraiment une possibilité d'engager leur responsabilité.
Également, on pouvait se tourner vers le notaire et les agents immobiliers au titre de leur devoir de conseil. Mais on ne pouvait, sauf dans des cas extrêmes de dol, de mauvaise foi avérée, on ne pouvait pas se tourner ni vers le vendeur ni vers le bailleur qui avait participé à nous fournir un DPE qui était erroné. Désormais, je vous l'ai dit, le DPE réformé, c'est un DPE qui est opposable et donc on va pouvoir engager des recours en responsabilité selon une responsabilité de droit commun du bailleur et du vendeur. Et ça, c'est un vrai bouleversement. On en est aux prémices. Donc, on a peu de retours jurisprudentiels, mais on peut quand même avoir un aperçu assez précis de ce qui va se passer, puisqu'en finalement, le régime du DPE va rejoindre le régime des autres DPE qui, eux, étaient d'ores et déjà opposables. Donc, on va pouvoir un peu s'inspirer de ce qui a été fait et des décisions qu'on connaît sur de ces autres diagnostics pour un peu prédire ce qui va se passer sur le DPE. Et il va y avoir notamment cette stratégie pour déterminer vers qui je me tourne. Et potentiellement, il va y avoir des recours en responsabilité solidaire. Donc, on va en fait embarquer plusieurs acteurs dans le contentieux. Et puis, on va chercher qui est le plus solvable, qui a une assurance, est-ce qu'il y a des clauses exonératoire de responsabilité, est-ce que c'est un professionnel, un particulier, les conditions de responsabilité ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Donc, il y a une vraie stratégie contentieuse à mener pour engager la responsabilité. Merci Pauline. Évidemment, j'entends l'opposabilité alors quand c'est en matière de DPE ou autre, justement sur les autres obligations, on en parlait notamment tout à l'heure, on parlait de RP. Je reviens sur cette, monsieur le député, sur cette proposition de data center, en tout cas de récolte de données. Il y a déjà aujourd'hui des acteurs privés qui, dans certaines mesures, ont commencé à faire ce travail. Donc il y a un bout de chemin qui a été parcouru. Quand on parle aussi d'innovation dans ces matières, on est pile dans le sujet. Alors est-ce que à votre sens, il faut s'appuyer justement sur ces acteurs existants pour continuer à le développer, ou alors est-ce qu'il faut partir from scratch, avec d'autres moyens et faire cela? Non, il ne faut pas réinventer ce qui existe déjà. Il faut arriver à consolider l'existant. Voilà, ce que je disais, c'est vrai qu'on a de nombreuses données partout, qu'elles soient publiques ou privées, mais il faut vraiment qu'on arrive à les interconnecter, que tout le monde se mette d'accord. Alors là, effectivement, il y aura des discussions avec tous les partenaires qui alimentent, comment on y accède. Mais je pense que si on a l'objectif de se dire qu'il faut arriver à tout consolider et à faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde, après, on verra la méthode, on verra comment on construit ce data center, comment il se fait alimenter techniquement. Mais je crois que moi, mon objectif en tant qu'élu, c'est ça, c'est qu'on arrive à en avoir un qui sera en permanence tous les jours alimenté par tout le monde et qui soit accessible à tout le monde. Alors voilà, et que ce soit des données privées ou des données publiques. Donc il y a forcément des discussions à mener. Mais on n'en est qu'au début de l'idée. Mais c'est sûr, toutes ces questions, il faudra qu'on se les pose. Et si vous permettez, juste pour venir sur les DPE, parce que ce qu'a dit Madame est très très juste. C'est un sujet qui nous inquiète et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Conseil national de l'habitat a travaillé sur la filière des DPE en 2023. Je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui le DPE s'appuie sur deux éléments importants. Donc effectivement l'outil technique, informatique, le moteur du DPE qui lui, tout le monde le reconnaît, est fiable. Alors effectivement, de temps en temps, il évolue. Les seuils peuvent évoluer, mais en tout cas, l'outil est fiable. Et ensuite, le diagnostiqueur, qui lui l'alimente, l'interprète en fonction des données qu'il a ou qu'il n'a pas. Et c'est vrai que lorsque on va avoir un bien qui peut se vendre plus ou moins cher en fonction du DPE, forcément derrière, il peut y avoir des acquéreurs qui vont intenter des recours s'ils considèrent que ce DPE, par exemple, on leur dit qu'il est F et puis qu'au final il est TE. Donc là, effectivement, on va aller se retourner vers le diagnostiqueur et vers éventuellement toutes les informations qu'il a. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on travaille sur deux axes qu'on consolide. Un, c'est la filière des diagnostiqueurs. Et c'est très bien justement que la profession se rassemble et travaille là-dessus. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus, que ce soit les diagnostiqueurs, aussi les auditeurs énergétiques, parce que c'est encore un autre métier. Voilà. Ce sont des métiers sur lesquels il faut encore aller beaucoup plus loin pour rassurer et que l'interprétation soit la plus fiable possible, et la plus juste possible, c'est surtout ça. Et deux, bien entendu, parce que comme à chaque fois qu'il y a des responsabilités, il va falloir qu'on se rapproche et qu'on travaille aussi avec les assureurs, parce que bien entendu, derrière, si un diagnostiqueur n'est pas assuré, forcément, on va avoir une filière qui va s'écrouler. Donc c'est encore un autre sujet que l'on aura à travailler à l'Assemblée. Évidemment, la question de l'assurance est importante, parce qu'en plus, si on dispose de la donnée, des outils nécessaires pour pouvoir faire le travail correctement et que les choses soient faites dans le bon ordre,
on devrait avoir plus d'assureurs qui reviennent, en tout cas qui reviennent assurer ces professions. Laurence, sur la question de la donnée utile, c'est-à-dire celle qu'on va pouvoir agréger et on va pouvoir travailler, c'est déjà des sujets sur lesquels il y a une réflexion qui est menée, en tout cas dans le cadre d'un certain nombre j'ai pu le voir, d'un certain nombre de produits comme notamment Meilleur Urba, pour les autorisations d'urbanisme, pour pouvoir traiter les autorisations d'urbanisme, ou sur d'autres produits sur lesquels tu as pu travailler. Demain, travailler, et je vous laisserai en relation avec monsieur le député, mais pouvoir travailler justement sur ce thème-là, main dans la main, et pouvoir créer collectivement une base de données où finalement on va pouvoir retrouver l'ensemble des informations utiles, que ce soit pour les ERP, pour les autorisations d'urbanisme ou plus. Derrière, ça peut être et pouvoir aussi à partir de ces données créer des modélisations, créer finalement des patterns qui permettent ensuite de pouvoir traiter tous ces sujets-là de manière plus automatique, plus facile, pour alléger aussi un petit peu le travail de nos amis avocats en matière de contentieux. Mais il y en aura d'autres, je vous rassure. Ça, je ne suis pas tout à fait certain. Mais il y en aura d'autres. Est-ce que l'enjeu finalement, pour vous dans la sphère justement des legal tech, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà travaillé? En tout cas, c'est une réflexion qui est déjà menée. Nous, dans le cadre de nos activités, concrètement, le modèle, on va dire data center privé, dans notre cas, c'est un enjeu essentiel pour mener à bien nos activités, puisque oui, on fournit de l'expertise en prévention des risques, en urbanisme. Bien entendu, tout ceci est fait de manière dématérialisée, et pour faire fonctionner la dématérialisation, il faut des données. Par exemple, je vais prendre 2 cas de figure. Le cas de la prévention des risques majeurs qu'on évoquait au démarrage de cette table ronde, c'est des données qui sont éditées, publiées par l'État, du moins par leurs représentants dans le département, les préfets. L'accès à la donnée, l'interprétation de la donnée est essentiel, et absolument essentiel, pour délivrer une information rapide et fiable. La donnée permet, au travers des différents outils, par exemple le système d'information géographique, pour ne citer que celui-là, de produire de la fiabilité par la technologie. C'est-à-dire, si l'information est fiable, on est capable de la délivrer rapidement, et on est capable de l'interpréter de manière très fiable en minimisant les actions humaines qui demeurent nécessaires. Donc oui, la donnée à ce niveau-là est relativement importante. En matière d'urbanisme aussi, c'est extrêmement important. Alors il y a des initiatives qui sont portées par le législateur, par l'État. Par exemple, je pense au géoportail de l'urbanisme, on parlait de géorisque tout à l'heure, qui sont des très bonnes initiatives et qui sont essentielles pour le bon fonctionnement des services administratifs, notamment je pense à nos amis des communes, chers élus, qui doivent en faire de plus en plus avec moins en moins de moyens. Et justement, cette, on va dire, digitalisation de l'information, cette accessibilité à la donnée, mis en adéquation avec des outils informatiques performants, permet de gagner en efficacité, de rendre une mission de service public beaucoup plus efficace, tout en étant en accord avec cette espèce de sobriété énergétique et également financière, qu'on aborde finalement très peu vis-à-vis des communes. Donc oui, la question de la donnée, de la généralisation de la donnée du numérique est essentielle pour accompagner ces politiques de transition écologique, de questions d'urbanisme durable. On évoque la sobriété foncière, mais il y a également tout ce qui est de la procédure administrative. Je ne sais pas si certains d'entre vous, parmi cette table, ont déjà déposé un permis de construire dans certains environnements qui sont assez complexes, soumis à un certain nombre de servitudes, de protection du patrimoine, risques majeurs, besoin de rénovation énergétique par rapport à un DPE qui ne serait pas favorable. Ça entraîne des dossiers, encore aujourd'hui,
en format papier qui sont extrêmement volumineux. Moi, dans ma carrière, j'ai déjà déposé des dossiers de permis de construire qui étaient l'équivalent de 4 cartons de boîtes de papier A4 que l'élu doit tamponner. Donc, c'est beaucoup de temps. Donc, encore une fois, il y a un axe aussi de ce côté-là en matière de durabilité, de sobriété. La question de l'énergie grise qui est employée pour acheminer tous ces éléments, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un permis de construire, il y a toute une volée de courriers réglementaires qui doivent être envoyés aux pétitionnaires, aux services de l'État qui sont consultés dans certains cas. Donc on a toute une chaîne. C'est vrai qu'on le voit souvent sous le spectre de la sobriété foncière, de l'économie de l'énergie, l'économie des milieux. Mais il y a également dans toutes les procédures administratives un certain nombre d'efforts à faire. Et là, donc, pour répondre à la question, effectivement, l'enjeu de la libéralisation de la donnée, et ce, à n'importe quelle échelle. On parle d'urbanisme, de prévention des risques, de valeur énergétique des biens, des travaux qui ont été engagés par des potentiels des propriétaires qui ont occupé un bien précédemment à la vente. Ça ne peut qu'amener un nombre de bénéfices conséquents. Mais effectivement, on en est au début et il faut compter sur le législateur pour continuer à nous donner les outils nécessaires pour avancer dans ce sens-là. Exactement, merci beaucoup. Je vois l'heure tourner et du coin de l'œil, effectivement, le message est reçu. Donc on l'a bien compris et je comprends aussi avec les dernières interventions, on est au début de quelque chose aussi. Là, on tient et il va falloir qu'on continue à travailler dessus. Très heureux aujourd'hui d'avoir pu ouvrir justement le sujet et commencer à en parler. Sans doute on va se retrouver assez rapidement pour pouvoir continuer à en parler et surtout travailler opérationnellement sur ces éléments tech qui sont assez importants pour aller dans le bon sens. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.